Retour sur ce plateau. Bonjour Roland Laurent Toneinkes. Bonjour Henri Yambonnet. Bon, je vous laisse deviner. Roland, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue Henri Yambonnet. D'accord. Bonjour Henri. Bonjour Carole. Je préfère saluer les téléspectateurs au lieu de répondre à la provocation matinale de Roland. Bon, depuis quand tu fais devenir quelqu'un, c'est une provocation. Ça dépend avec la manière qu'on a eu à dire ça. Henri Yambonnet, bonjour. Bonjour Roland. Voilà. Voilà, nous allons démarrer avec l'emblème du jour. Avec l'aide de Rebecca, nous allons retrouver le quotidien. Rebecca ou Marcel Yedo? Rebecca. Marcel Yedo est là. Alors là, bonjour Marcel, je te fais un coucou depuis ma position ce matin. L'emblème du jour. L'emblème du jour qui s'interroge ce matin. Présidentielle 2026 au Bénin, succession sous haute surveillance. Qui sera le dauphin de Patrice Talon? Selon vous, Roland, nous allons tenter de répondre à cette interrogation également sur ce plateau. Qui sera le dauphin de Patrice Talon? Il y a plusieurs noms qui circulent, hein, et puis vous savez très bien qu'on a dit qu'il y aura des primaires, et puis après on dit qu'il y a un comité qui aurait été, puisque jusque la personne a confirmé l'existence d'un comité comme ça pour étudier les candidatures, mais toujours est-il qu'il y a plusieurs noms qui circulent, et les noms qui circulent, on les connaît quand même de toute façon quand il y a ceux qui ont l'ambition, et qui peut-être, j'ai vu un journal écrit ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire courir certains, donc évidemment ces personnes qui ont certainement envie d'être candidates pour la présidentielle de 2026, mais il y a ceux-là qui certainement en griffe avec ce qui se dit ont la bénédiction plus ou moins du chef, et il y a ceux-là aussi également qui comptent sur les partenaires, donc autant de choses. Donc quand je prends toutes les fonctions politiques, il y a ceux qui prennent des initiatives, hein. Et on a pu voir, hein, que un militant d'un parti politique fait le tour des communes depuis quelques jours en allant à la rencontre des populations. Et jusque-là, le parti n'a pas réagi, sauf qu'on a pu voir quand même que la même formation politique a sanctionné certains candidats qui ont pris des initiatives pareilles dans certaines localités du Bénin. Et donc, oui, qui sera le dauphin? Je crois qu'il revient aux formations politiques de nous dire, même si enfin on sait que le chef a toujours la possibilité de peser dans la balance, les noms qui circulent, il y a Roméo Wadaï quand même, hein. Il se dit qu'il a la bénédiction du chef, et on sait que Joseph Djobrenou a aussi cette ambition avec la dynamique, comment vous appelez, JD, dynamique Joseph Djobrenou. Et puis après, il y a quand même Luc Atopo, dont le nom circule également, lui aussi qui a quand même l'estime d'une partie de la population, qui est président de la NCCB. Alors, tout ça là mis dans la balance, s'il y a des primaires au sein de la formation politique de la mouvance présidentielle, en tout cas au sein de l'IPL, qui va prendre le dessus? C'est à ce niveau que se pose la question. Et du côté du BR également, on ne voit pas pour autant d'initiatives. La seule initiative à proprement parler qui a été rapidement étouffée et sanctionnée, c'est l'initiative de Adambi. Mais après, on a vu, il y a un certain Hippolyte Arondeme qui fait le tour des localités, qui rencontre les sages, les jeunes. Et ce qui choque, c'est que ce monsieur fait le tour des localités, rencontre des gens, mais il n'est pas sanctionné. Est-ce à dire que Adambi était une menace? En réalité, cette ambition pouvait quand même faire mal à d'autres ambitions. C'est pour ça que lui a été sanctionné, parce qu'Arondeme, Hippolyte fait le tour. On a encore l'impression qu'il ne fait pas peur, il n'est pas une menace, et donc pourtant on le laisse circuler, faire ce qu'il a envie de faire. Donc l'un dans l'autre, qui sera le dauphin Patrice Talon? Les formations auront le mot à dire, mais il reviendra aussi quand même au chef de dire son dernier mot. Même s'il a dit qu'il n'a pas besoin de personne pour assurer ses arrières, toujours est-il que dans la balance, il pèsera lourd pour déterminer celui qui sera candidat. Sauf que là, il faut faire très attention, parce que les fins du régime ne sont pas exactement les milieux ou bien les débuts du régime. Donc vous perdez une partie de l'estime du peuple, même si vous avez fait de grands travaux. Les gens disent que oui, il a travaillé, ce n'est pas comparé à d'autres régimes. Attention. Le Cotonou était en chantier, et pourtant à Cotonou, pour les élections communales et les élections législatives, il y a eu la débâcle au cours des législatives de 2023. Et pourtant, Cotonou était en chantier, pourtant beaucoup de choses étaient en cours de réalisation. Donc, ce n'est pas ça qui compte. En réalité, pour la population,
lui, il a déjà fini pour lui, il est en train de partir. Celui qui nous amène, qu'on nous amène là, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que celui qu'on nous amène là va en réalité réellement prendre en compte nos préoccupations? C'est ce que les populations se causent et ce que les populations se demandent comme question. Mais aussi, il ne faut pas occulter nos acteurs politiques, toutes catégories confondues. Moi, je le dis, c'est que si leurs intérêts sont en jeu et que les intérêts ne sont pas menacés, n'oubliez pas qu'ils seront du côté du candidat qui les arrange. Et donc, Patrice Talon aura son mot à dire, mais il va lui falloir faire très attention pour tenir compte de la volonté, plus ou moins, de ceux qui l'entourent, les écouter, bien évidemment, parce qu'on sent déjà qu'au niveau des fonctions des états-majors des partis politiques, ça bavarde un peu et ça murmure, ça ronchonne, mais est-ce que ça va être à son avantage? Henri Yambole? Non, écoutez, l'approche de 2026, puisque les élections de 2026 sont des élections à grands enjeux, je pense que le débat, il faut désormais le faire dans les instants des états-majors aujourd'hui. Quand on sait que même le chef, à un moment donné, a dit qu'il faut attendre, bien évidemment, 6 mois avant les élections présidentielles, avant donc de commencer par travailler à sortir de nom. Maintenant, le Béninois n'aime pas qu'on parle de dauphin, parce que quand vous prenez les citoyens, oui, il y a ceux qui adulent, il y a ceux-là qui sont frustrés, il y a ceux-là qui sont partagés entre sentiments de reconnaissance et sentiments de frustration. Et donc, quand vous parlez de dauphin, il y a ceux-là qui sont frustrés, qui ne voient qu'il y a la continuité que vous voulez imposer. Vous vous rappelez que cette phrase a fait, au soir donc, de la mandature donc, de Boni Yayi, a fait chambouler les choses quand on disait que après nous, c'est nous. Et la continuité. Et on voulait donc, je veux parler du ministre des Finances en son temps, Komi Koutié. On voulait donc imposer Komi Koutié. Après, on a ramené Lionel Zissou. Le Béninois, dans son fort intérieur, n'aime pas quand on lui parle de Dauphinat. C'est comme s'il y a un groupuscule qui est là et qui veut continuer toujours à vivre donc, des réalités. Et donc, à un moment donné, il faut se demander, mais est-ce que c'est bien d'utiliser le terme dauphin? Est-ce qu'il est loisible pour un chef d'État de prendre un dauphin pour le succéder? Est-ce que c'est bien de chercher à imposer quelqu'un? Et à répondre à cette question-là, on trouvera que non, il faut, quand vous finissez votre mandat, vous pouvez laisser les choses comme telles et partir pour laisser donc bien évidemment la place aux autres. Roland a cité l'exemple de plusieurs, je dirais, barons des formations politiques qui sillonnent les monts et vallées pour se faire entendre. Quand vous parlez de AOM, moi j'ai demandé à Aodembe comment il s'appelle. Hippolyte Arondave. Qui est de BM. Moi j'ai demandé à quelqu'un, mais lui là, pourquoi il n'a pas été intimidé? Pourquoi il n'a pas été inquiété comme à Dambi? Comme à Dambi. Et donc, c'est sûr qu'il a la bénédiction des patrons. Non, en réalité, pour moi, c'est c'est pas ça, c'est pas le cas. Il est un moins de mal en réalité. Ah oui, si c'est pas le cas, alors là, il faut le rappeler alors pour dire attention, non, pour ce qui est du règlement intérieur. On pourrait dire du deux poids, deux mesures. Du poids, deux mesures. Maintenant, mais pour ce qui est du règlement, il faut que tu restes dans ce carnaval, il faut que tu restes dans cette dynamique-là, bien évidemment. Maintenant, l'autre chose, c'est que je n'approuverait pas que le chef de l'État, Patrice Talon, doit quelqu'un, indique quelqu'un pour dire, voici celui que je choisis pour être candidat pour la classe politique. Là, il y aura frustration. Vous vous rappelez les élections de élections législatives 2023, je crois, où on a imposé une liste, même si ce n'est pas le chef de l'État, mais ils ont imposé une liste. Il y a des gens qui ont travaillé sur le terrain et qui s'attendaient à ce que leur nom soit retrouvé sur les listes. Je prends le cas de quelqu'un de Calavi, j'oublie son nom, qui malheureusement n'a pas retrouvé son nom. C'est frustré. Donc voilà, je crois qu'il faut peut-être laisser champ libre aux ambitions, que les gens challenge et puis un nom sort. Le chef peut dire, ok, d'accord, je fais, si c'est celui que vous avez choisi, alors là, basta, on continue de faire. Moi, je pense que véritablement, ce serait quand même du leurre de penser que, oui, le chef n'aura pas son mot à dire et qu'il va se détacher totalement de ce processus électoral et qu'il va laisser les gens faire. C'est vrai que, oui,
Et je l'ai rappelé tout à l'heure, il a dit qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières, mais véritablement, dans ce jeu qui se prépare, je crois qu'il aura toujours son mot à dire. Et quand vous regardez les fonctions politiques, la multitude, écoutez, les noms que j'ai cités, il s'agit d'abord de son avocat personnel, M. Joseph Diagbouénou, qui a été l'homme de toutes les actions de ce régime, jusqu'à passer par la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, ce monsieur veut, en tout cas montre clairement ses ambitions, on le voit régulièrement maintenant dans son Brésil natal. Et puis après, vous allez voir Luc Atropos, qui a été parachuté du Boycon pour être à Cotonou. Donc quand on fait tout ça, et puis le plus jeune, en tout cas le jeune ministre Chéri, en tout cas, qui bénéficie de toute l'attention du président, parce qu'en fait, n'oubliez pas qu'à une époque donnée, on a dépouillé un ministère pour lui accorder, qu'on confie les attributs de ce ministère. Et donc, ces personnes, en fait, le chef se retrouvera certainement en difficulté, mais je suis sûr que dans cette affaire, il sera obligé de désigner, de se décider. Parce que s'il ne le fait pas, ça peut voler en éclats. Mais même s'il se décide, ça va voler en éclats parce que certains vont dire, écoutez, ce n'est pas notre ambition, ce n'est pas notre choix. Et donc, par conséquent, alors, allez-y. Et c'est ce qui guette la mouvance présidentielle aujourd'hui. La question du Dauphinat, l'idéal aurait été, comme Henri l'a dit, que le chef se désengage totalement de cette affaire, soit neutre et dise, bon, écoutez, allez à chance égale. Encore que ceux qu'on a cités sont tous pratiquement de la même formation politique, le Péléonou. Allez-y. Faites les primaires au sein de votre fonction politique. Si les responsables du parti désignent quelqu'un, alors là, la personne aura ma bénédiction. C'est vrai qu'il a promis, si quelqu'un doit être candidat, en tout cas, parmi ceux-là qui le soutiennent, il va soutenir la personne. Donc, je crois véritablement que c'est le vrai problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que le chef aura vraiment la possibilité de se désengager, de se mettre à l'écart pour voir? On attend de voir quand même. Moi, je pense que Patrice Talon doit prendre de recul et laisser le jeu politique se faire. C'est vrai que lui-même, il l'a dit à plusieurs occasions, il part. Maintenant, en laissant donc les gens faire le jeu politique, il va voir que forcément, peut-être que lui aurait aimé voir X être candidat ou Y candidat, mais dans le challenge qui serait ouvert, on va retrouver quelqu'un qui serait à même de faire le job. N'oublions pas également que sur ce terrain-là, l'opposition attend la mouvance sur ce terrain-là. Parce que le duo qui sera choisi par la mouvance sera fait. C'est en fonction de ce duo-là que l'opposition va choisir son duo. En fait, on veut un catalyseur parce qu'on a toujours dit que la machine à brailler est là, oui, bien sûr, au niveau de la mouvance, mais au niveau de l'opposition, on attend un peu de on essaie de voir mais quel sera le candidat qui vont présenter, le duo qui sera présenté pour, bien évidemment, positionner également quelqu'un qui sera à même de faire le jeu. Parce que si en temps, vous allez choisir quelqu'un comme celui dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui sont les mondes de vallée sans bénédiction de patron de sa formation politique, et que, bien évidemment, il faut aller choisir quelqu'un dans l'opposition, l'opposition regroupée peut-être dans un cadre. Vous allez voir que le poids ne sera pas le... Et sur le terrain, ça va déséquilibrer le vote. Donc, le choix doit être optimal. Le choix doit être bien fait pour que la mouvance remporte les élections. Et sur ce terrain-là également, l'opposition attend de voir. Kami Seba, qui travaille pour être le candidat démocrate, il a rencontré plusieurs personnalités des démocrates pour quand même se faire accepter. Eh bien, quand on annonce... Pas que lui. Il y a cette nuit, oui, la journée d'hier, Achille Leco, qui s'est déclaré candidat aux primaires du Parti démocrate depuis les États-Unis, il est à New York. Voilà. Et lui, ça fait déjà quand même plus de mois que j'ai entendu parler de lui parce qu'il a pris contact avec des leaders de la ville de Porto-Novo. Il a eu des réunions, il a fait des t-shirts, il a fait des actions. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Non, écoutez, chacun est libre. C'est la mission. Ça fait des mois que lui aussi, par exemple, ça permet d'animer la vie politique. Voilà. Ça fait des mois que lui travaille en soutien sur le terrain. Le jour où j'ai entendu parler de lui, j'ai souri, j'ai fouillé un peu, j'ai vu qui il est. Et puis après, maintenant, officiellement, il se rend disponible, il dit qu'il est candidat. Je crois que le choix du candidat de la mouvance déterminera si le jeu sera facile pour l'opposition ou si le jeu sera difficile.
quand je prends les noms que j'ai cités, il y a des gens qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, des acteurs du peuple. Parmi les trois, il y a un quand même qui est plus ou moins un acteur du peuple. Proche du peuple. Un peu proche du peuple à travers certaines actions. Il y a celui-là à qui le peuple, en tout cas, le peuple lui en veut tellement sur un certain nombre de choses. Parce que pour avoir... Pour avoir, en tout cas, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a celui-là que les jeunes, les populations peuvent prendre comme quelqu'un d'inexpérimenté et que par conséquent, est-ce que c'est opportun. Donc, du coup, ça veut dire que quoi? C'est le choix du candidat qui mais peut il y a aussi la promesse politique. Oui, non, oui, la promesse politique, oui, mais les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Autant de promesses on a reçues, mais lesquelles promesses, la plupart du temps, ne sont pas tenues. Sur ce coup-là, oui, cette promesse-là a été faite maintenant, dans cette localité-là. Et donc, on va peut-être faire respecter sa parole également, en contribuant à ce que... Ce qui est sûr, on a pu voir que beaucoup d'actions se font sur le terrain. Joseph Tchogbenou, président du Parti démocrate, écoutez, ils diront... Mais quelqu'un l'a dit ce matin... Attends, parti du le renouveau, pardon, excusez beaucoup. J'espère qu'ils ne me diront pas que je m'en prends encore à leur président. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il fait beaucoup de tout. Et un journal... Dans les églises, oui, tout à fait. Mosquée, tout le monde voilà. pour prier aujourd'hui. Oui, 35 ans de la conférence. On est déjà en masse. On peut passer à autre chose. Bon, donc, on est déjà en masse, on peut passer à autre chose. Si ce n'est que ça. Si ce n'est que pour la célébration des 35 ans de notre démocratie. C'est ton programme quand même. Mon cher Henri Yambaudet, je pense que celui qui pose la question, qu'est-ce qui le fait courir, la personne ne pose pas une question en fait vaine. En réalité, ça a vraiment son sens cette question. Et on a pu voir au détour de 2024 le regain d'activité de Luc Atropo dans certaines localités du Bénin. Il est allé jusqu'à dans les régions... attendez, dans les régions... Luc Atropo a un côté qui lui permet de faire ces actions-là. À travers sa fondation, vous voulez dire? Non. En tant que président de la NCB. Et là, vous allez, quand vous sondez un peu le terrain et quand vous zoomez un peu sur les actions faites par Luc Atropo, vous allez voir que c'est toujours avec les partenaires pour qu'une commune qui a besoin de telle chose soit faite. C'est vrai qu'on mettra à l'actif du président, mais c'est toujours au nom de la structure. Au nom de la structure ANCB. Et très souvent, il ne dit pas c'est en mon nom, mais au nom de la NCB. Il dit au nom de la NCB, on voit quelle image? Oui, c'est ce que je dis que ça sera mis à son... Ce que vous dites, ce que moi je dis, c'est qu'on peut ne pas communiquer. Ce que je dis, c'est... Écoutez, le procès que je fais, Lucas... D'une manière ou d'une autre, ça l'avantage. Au sein de la NCB... Oui, au sein de la NCB, il y a d'autres personnes. Non, je vais vous dire quelque chose. Ça impacte. Qu'on le veuille ou pas, ça impacte. Il y a le leadership. Il y a la posture que vous envoyez. Et ça peut être à son avantage, c'est ce que je dis simplement. Mais quelle que soit la chose, il bénéficie de ça impacte. Non, je n'ai pas dit non. Je ne dis pas la fédération. Mais ce qu'il fait, je ne dis pas qu'il ne doit pas faire ça. Ce qu'il fait aujourd'hui, en étant présent pratiquement dans toutes les communes du Bénin, lui-même en lançant, en tout cas en inaugurant, par exemple, le cas d'Abou Nklavi, vous êtes natif d'Abou Nklavi. Quand le maire est là, vous êtes d'accord, ça au Mississeto, vous êtes des accablés de Mississeto. Mais si, écoutez, quand Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, en arrive à construire une école à Godomé, alors que nous avons un maire, des chefs d'arrondissement. Attendez, quand on en arrive à inaugurer une salle de classe, c'est pas le débat, je vais apporter des précisions. On a dénoncé tout le temps sur ce plateau pour dire comment à Abou-le-Clavier peut avoir un bâtiment en matériaux précaires tout le temps. La mairie n'a pas réagi. Les conseillers communaux n'ont pas réagi, et que c'est lui, maire de Cotonou, qui vient visiter le site en réalité, qui promet et qui va construire. Donc en réalité, pour moi... Et qui a construit? Qui a construit et qui a inauguré. Et en présence des maires, même des députés. Ça impacte. Cela suppose qu'en réalité, sur la vie politique de l'homme. Il le fait peut-être au sein de la NCB, mais en réalité, ça va lui profiter quelque part. Forcément, ça impacte. C'est évident. Oui, c'est évident. Donc reconnaissez quand même que, regain d'activité. Allez-y, continuez. Alors, donc, je parle de regain d'activité. Maintenant, après,
On a vu l'autre qui a signé en justice parce qu'on a dit qu'il doit être candidat. Mais après, aujourd'hui, des initiatives sont prises en son nom. Mais il y a, je dis des initiatives sont prises en son nom. Mais il y a silence radio. Il y a silence radio. Donc, Roland, j'ai envie de poser une question. Lorsque le choix du dauphin ne serait pas accepté par la majorité des membres du parti politique de la mouvance, ou est encore par le peuple, quel serait l'impact? Non, le problème, c'est très simple. Vous avez vu la débâcle de Boniaye et son candidat à l'élection 2016. L'histoire va se répéter. Attends, si le choix, si le choix est mal fait, non, que ce soit le chef qui pèse dans la balance, ou que ce soit les militants du parti qui choisissent un candidat au thème du primaire ou au thème du comité qui a mis en place ou pas. Quelle que soit la structure du choix. Quel que soit le choix qu'on fera, c'est que si le choix est mal fait, ça va être une débâcle pour le régime en place. Et n'oubliez pas que même si on a pu avoir des stratégies de 2016 à aujourd'hui qui ont permis peu ou prou de contrôler le processus électoral, il ne faut pas oublier que la fin d'un régime n'est jamais comparable à un régime en cours ou bien le début d'un régime. Et donc, du coup, à ce niveau, c'est pour ça qu'il revient au chef de l'État de faire très attention. Parce que les mêmes qui sont autour de lui seront les premiers à les désavouer. Et d'ailleurs même, écoutez, on a pu voir déjà la posture du PRD qui a quand même fait le jeu. Et souvenez-vous qu'à l'Assemblée nationale, c'est les députés Alagbé et Mitokwe qui alertaient le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Adrien Ngwedji, mais qui a fait la sourde oreille et qui a foncé droit parce qu'il était partenaire du régime en place. Mais voilà que lui, qui a réussi, qui avait entre-temps troqué son arc-en-ciel contre je ne sais quoi, on arrive à commencer à dénoncer des choses aujourd'hui. Et quand ça commence comme ça, ne soyez pas surpris que dans les prochains jours ou prochains mois, des gens qu'on qualifierait de caciques du pouvoir, en tout cas les lieutenants du pouvoir, décident là clairement de se désolidariser du choix qui a été fait parce qu'ils estiment qu'avec ce choix-là, leurs intérêts peuvent être menacés, tout comme, parce qu'ils sont tous de la même famille, mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, ils sont tous amis. Il y a ça dont il faut tenir compte. Donc c'est ça le problème. Si c'est Patrice Talon qui était candidat lui-même, en réalité, ça pourrait être différent. C'est vrai que question du troisième mandat, ça va dégénérer. Mais dans le cas d'espèce, il lui revient de faire attention pour dire, bon, écoutez, organisons les choses de sorte qu'il n'y ait pas scission au sein de la mouvance présidentielle. Parce que n'oubliez pas, hein, il y a RN qui aura son mot à dire, Moué Béné qui aura son mot à dire, le BR, le P, le Renouveau. Et est-ce que tous ceux qui sont dans le BR seront d'accord pour soutenir un candidat qui sera le titulaire, qui s'il vient de l'Union progressiste, est-ce que les gens de l'UP, de l'Union progressiste, le Renouveau, seront d'accord qu'on prenne un candidat qui soit titulaire et qui vient du parti BR? Attention. Et s'il arrivait, et que c'est dans Moué Béné ou dans RN, que le chef en arrive à décider que le titulaire candidat soit dégagé, est-ce que l'UP, le Renouveau et le BR vont accepter de soutenir ces candidatures-là? On va faire un passage forcé. Oui, justement, et c'est ça qui n'est pas bien, ne sera pas bien pour le régime. En réalité, c'est une situation assez difficile à gérer par le pouvoir en place. C'est pourquoi je disais que le choix, qui fait le choix, si c'est au niveau des formations politiques, ce sera pas aussi Vous pensez difficile. qu'aujourd'hui, avec ce que nous constatons au plan politique, les formations politiques, surtout de la mouvance présidentielle, pourraient décider d'un candidat sans l'approbation du président de la République, aujourd'hui Patrice Talon? Non, non, c'est ce que je disais, et c'est ce que je demandais également. Le président devait rester à l'état. C'est une question que je pose. Non, vous, en tant qu'analyste politique. Forcément, on ne peut pas faire, aucun choix ne peut être fait sans l'onction, sans la bénédiction du chef de l'État. Justement, quand ce choix ne va pas recueillir l'adhésion ou l'assentiment de tout le monde, je demande l'impact. L'impact, c'est qu'il y aura dans le groupe des frustrés qui vont se désolidariser et puis peut-être aller se rallier à d'autres camps pour peut-être devenir opposants. Et là, l'opposition va quitter, on aura une classe d'opposition qui va naître. Mais si on veut contenter les gens, on peut déjà chercher à travailler avec les barons pour que les critères qui seront énumérés pour faire le choix, que ces critères-là soient choisis unanimement par tout le monde. Et dès qu'on remarque que quelqu'un est à même de répondre à ces critères-là, on fait le choix unanimement. Mais l'autre chose, c'est que si le président décide personnellement, ou bien
unilatéralement, de faire un choix et de l'imposer aux autres, c'est là où peut-être les gens... Justement, est-ce qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon a cette facilité de pouvoir choisir un dauphin qui fasse l'unanimité? Non, il n'a pas cette facilité. Non, il a fait véritablement, il n'aura pas. C'est que il peut avoir la facilité de choisir pour dire c'est telle personne qui est mon choix. Mais cette facilité d'avoir l'adhésion de tout le monde, c'est pas évident. Et puis l'autre chose qu'il faut que nous... Déjà qu'il y a deux partis politiques qui se disent de la mouvance présidentielle. Et qui ont des élus qui ont des intérêts. Non seulement ça, qui ont des élus qui peuvent parrainer. Et dans le cas d'espèce, c'est que... Et c'est ça le véritable problème qui se pose aujourd'hui. C'est que si Joseph Diaboune maintient sa candidature au sein de la fonction politique l'UP Le Renouveau, et qu'il en arrivait que Luc Atropo était... C'est pas encore prononcé officiellement. Oui, mais... Non, c'est des hypothèses. Il n'a pas dit. C'est des hypothèses. Mais quand on sait qu'il a des ambitions, et que Luc Atropo était véritablement candidat, ou bien Wadaï candidat choix du chef de l'État, alors que dans leur test, ils ont dit que les parrainages doivent être co-signés par le président du parti. Oui. Est-ce que Joseph Djibril peut, n'étant plus d'accord avec le chef en griffe, je dis bien en griffe, parce que ça peut arriver, on peut en arriver là, est-ce qu'il va accepter co-signer les parrainages qu'ils seront qu'on devrait donner? Mais est-ce qu'il aura vraiment le choix? Non, écoutez, c'est pour dire que ça, c'est posé à lui. Ça, c'est posé à lui. C'est pas fait de s'imposer. Je vous dis, dès que ce choix-là, à l'onction, à la bénédiction du chef, ça c'est posé à lui. Justement, et c'est ça l'erreur que nous faisons. Je vous explique. En fait, le problème, c'est que si c'est une... S'ils vont au primaire, encore que là, on dit que c'est une communauté qui doit étudier les candidatures. S'ils vont au primaire et que c'est les formations, les membres du bureau politique, certains lieutenants du parti qui choisissent, ça s'impose à lui. Mais si dans la balance, c'est un comité qui choisit un candidat, et que ça a la bénédiction du chef alors que lui-même a l'ambition, il peut quand même surfer sur son titre de président. Et n'oubliez pas, je l'ai rappelé, que Patrice Talon, malheureusement, est en train de finir son mandat. Il n'est plus, pour moi, de plus en plus, il sera vulnérable, politiquement parlant, et les gens vont chercher à le lâcher. Et dans le cas d'espèce, si un candidat, même s'il a la bénédiction du chef, et qu'il revient à Joseph Diaboune de co-signer le parrainage, il peut faire valoir son droit de veto et ne pas signer. Ça peut amener, c'est ça qui peut amener des problèmes dans la mouvance présidentielle. Et après, ils ont dit dans leur, ils ont dit dans leur loi, ils ont dit dans la loi également que les partis de la mouvance peuvent se soutenir. Oui. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un, si dans les 53 députés du parti UP Le Renouveau, il s'avérait qu'il doit signer alors 28 parrainages pour l'autre et qu'il restait le nombre qui reste et qu'il peut avoir des parrainages au niveau du BR également, parce qu'on a dit que les camps, les formations politiques du même courant peuvent se soutenir, il se peut qu'il soit encore candidat. Donc, il lui revient aussi de négocier, si il a vraiment l'ambition d'être président de la République, d'être à les élections. Et c'est pareil pour d'autres candidatures. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est bien beau pour eux, mais ça va les rattraper à un moment donné, parce que dans une certaine situation, les gens peuvent délibérément décider de faire bloc et dire, nous autres, là, on s'entend pour parrainer tel candidat. Même si c'est un candidat justement, c'est pour que ça n'arrive pas. Mais est-ce qu'ils ont l'audace? Ils ont mis des garde-fous. C'est aussi ça, d'affronter. Ils ont mis des garde-fous. Parce que si chacun va se lever et aller parrainer, vous allez voir la débandade qu'on va remarquer au sein de la mouvance présidentielle. Quand un choix sera fait et qu'on n'est pas d'accord avec le choix, on va dire non, je ne parraine pas ce choix-là. C'est pourquoi, bien évidemment, vous avez bien fait de rappeler ça, que c'est co-signé par le président. C'est pour qu'on contrôle celui qui parraine qui et qui on parraine. D'accord? Pour qu'on n'aille pas parrainer. Vous vous rappelez le cas de Soui, qui a décidé donc de parrainer Ricat en son temps. Donc, on ne va pas avoir encore ce schéma-là. Et donc, pour que les choses aillent dans la même direction, on a dit, OK, la seule solution. Maintenant, quand tu parles de gens qui vont se retrouver pour dire peut-être, bon, nous, on n'est pas d'accord, il n'y aura pas ça. Vous pensez vraiment? Il n'y aura pas ça. Il ne peut jamais. La seule va se poser à eux. Et également,
on va les rappeler à l'ordre. Et s'ils ne savent pas faire, je vous dis, ils savent de plus pas en faire, plus, nous sommes on va les flanquer. De plus en plus, nous allons vers la fin du mandat et le chef de Oui, l'État juste. est de plus en plus vulnérable. C'est-à-dire que... Je suis d'accord avec toi. Mais on a affaire avec un parti salon. Mais on connaît l'homme, c'est Non, vous-même non. qui lui avez donné ce nom, Non, le mais justement, j'ai dit, redoutable. mais Mais même est-ce si- que ces politiciens auront le courage d'affronter la décision du président de la République? C'est qu'ils vont peut-être mettre à contribution la Cour constitutionnelle et ça va rappeler le malheureux souvenir de 2019 où à un moment donné, on a sorti... Attendez, je vous dis, ce qui a rappelé le malheureux souvenir de 2019 où à la dernière minute, on a sorti certificat de conformité. Attendez, et dans le cas d'espèce, tel que les choses se passent, si ça devait aller comme ça, le chef aussi n'a pas tout intérêt à ce que ça se passe comme ça. Mais à un moment donné, ça va se passer sous ses yeux et il ne pourra pas faire grand-chose. Parce qu'en réalité, à un moment donné, les leaders vont commencer à le lâcher. Et n'oubliez pas, il y a un autre fait que vous oubliez, que vous mettez de côté. Ceux qui ont fait Bokor, ils sont des élus, des députés, des maires, des cadres dans l'administration, qui ont fait Bokor et qui retrouvent leur leader en prison, ont aussi leur mot à dire. Donc, tout ça mis dans la balance, non. En réalité, le chef... Ils n'ont pas fait Bokor. Ils ont été faits par Bokor. Et ils sont... Je dis qui ont fait Bokor, c'est-à-dire ceux qui ont commencé par susciter la candidature de Bokor. Il y a des députés qui sont dedans. Oui. On connaît les noms. Il y a des maires qui sont dedans. Il y a des cadres, il y a des jeunes qui ont créé des creusets. Il y a des creusets partout. Tous ceux-là, à un moment donné... à se repositionner. Pas repositionner. Ceux-là peuvent aller d'un côté. De quel côté? Mais attendez, pour voir. De quel côté? Bon, un dilemme tout simplement. Non, ça va être difficile pour le chef. C'est vrai qu'il a été redoutable tout le temps, mais de plus en plus vers la fin du mandat, il doit faire très attention. Moi, je lui conseille carrément de se mettre à l'écart de tout ce qui va se faire. C'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Pas non, possible. Il ne voudra pas. Il voudra pas. On n'a pas ce parti salon de 2016. Non, il a dit on a un parti salon aujourd'hui. Il a dit clairement qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Oui. Et quand on dit ça, en réalité, on se met à l'écart du jeu politique. On observe. Oui, justement. Quand on dit ça, on peut se mettre à l'écart. Mais il y a quelque chose qu'il faut chercher à conserver. C'est que les acquis de la rupture. Il faut arriver à conserver ces acquis-là. Les nombreuses actions de développement menées. Et donc, il faut quelqu'un qui soit à même de faire continuer ces actions-là. Henri Abodé, ce discours, j'ai toujours été contre ce discours. Cette manière de dire qu'il faut quelqu'un pour assurer. Si vous êtes président de la République, vous n'avez pas fait mieux que Patrice Talon. L'État est une continuité. Non, en réalité, ce discours qui consiste à dire... Oui, ce discours qui consiste à dire... Quelle que soit la personne qui sera là, la personne a l'obligation de continuer les actions de développement. N'importe qui devient président en 2026 a l'obligation de faire mieux que Patrice Talon. Il peut pas faire... l'obligation de faire mieux que Patrice Talon. Quand Patrice Talon venait en 2016, est-ce que vous saviez qu'il allait travailler comme ça? Quels étaient les indices qui vous prouvaient qu'il pouvait travailler comme ça? Aucun indice, il n'y a pas d'indice. Donc j'estime que, évidemment, son premier acte montrait que Patrice Talon était venu pour réformer d'abord un. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas voté Patrice Talon en 2016. J'ai voté... On n'a pas besoin de savoir. Bakadjou. Non, je vous dis. Parce que je voulais aussi qu'il y ait un réhabilitation. Je voulais aussi qu'il y ait une rétribution des cadres. Mais dès qu'il a pris le pouvoir en 2016, le soir de sa prestation de serment, et quand il a posé le pas de préfet, on a su que, attention, celui-là, il veut faire autre chose. D'accord? Donc, on avait les signes avant que... Maintenant, puisqu'il s'est mis dans cette dynamique-là, et il commence pas à travailler, il faut que les acquis soient conservés. Je ne dis pas que forcément qu'il faut un dauphin. On peut retrouver quelqu'un de l'opposition qui a cette envie-là de faire continuer les actions. Mais qui n'aura pas envie de faire mieux ou de travailler pour le développement de la nation en tant que président? On peut faire tomber tous les acquis en voulant faire autre chose. On peut faire tomber tous les acquis. Je crois qu'en termes d'acquis, écoutez, que vous le voulez ou pas, n'importe qui sera élu président demain au Bénin, en 2026 au Bénin, ce qu'il va réaliser en termes de infrastructure, il a ce qu'il doit faire mieux que Patrice Talon. Parce qu'en réalité, il a mis la barre très haute. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Mais en termes de réforme institutionnelle, c'est une chose, n'oubliez pas, et qu'on se dise la vérité, il y a des choses à revoir.
il y a des choses à revoir en termes de réforme. Quand je prends les lois votées, il y a des choses à revoir. Souffrez qu'on se dise la vérité. En réalité, c'est le Bénin qui compte après tout. Et donc, n'importe quel président vient, va vouloir aussi imprimer sa marque. Il y a des choses sur lesquelles il peut revenir, il y a des choses sur lesquelles il peut laisser passer. Moi, j'estime véritablement qu'au-delà de tout, cette manière de dire parfois, parce que le discours, on l'entend de plus en plus, il faut quelqu'un pour sauvegarder les acquis de Patrice Talon, il faut quelqu'un, et puis après... Encore que le monsieur dit qu'il a besoin de personne pour assurer ses arrières. Donc, il est sûr de ce qu'il a fait. Arrière, ses arrières. Et après ça, des acquis, des réformes. Et puis après ça débouche sur... Et pour moi, c'est... Oui, vous l'avez bien fait de rappeler. Et Carole vous a conforté en disant qu'il a mis la barre très haute. Le défi aujourd'hui, c'est que quelqu'un... C'est pourquoi je disais que l'opposition également attend le duo de la mouvance pour faire montrer au public, pour rendre public le duo également. Si l'opposition va choisir quelqu'un qui ne fera pas le poids, vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, aujourd'hui, il faut travailler à ce que... Bon, on ne parle pas de dauphin, mais on parle de quelqu'un qui puisse faire le travail. Nous allons aborder un autre sujet. Bonne chance au chef de l'État qui certainement doit être en difficulté pour choisir, pour faire balancer son cœur, parce que véritablement... Il y a plusieurs... Et s'il ne s'est pas fait, il se rendra de plus en plusieurs plus... ressources. S'il ne s'est pas fait, il se rendra de plus en plus vulnérable. Et ça va être la catastrophe. C'est pas bon. C'est un animal redoutable. Je parie qu'il est en train de prendre les mesures qu'il faille pour... Les autres aussi ne donnent pas. Nous allons aborder un autre sujet. Nous allons aborder un autre sujet, aller avec l'autre quotidien qui parle de la discrimination dans les frais de mission des agents de l'État. La CGTB s'insurge contre l'injustice flagrante faite à la catégorie des conducteurs de véhicules administratifs. Oui, c'est un fait. C'est un fait dans nos administrations. Quand vous voyez un peu les conducteurs de véhicules administratifs, quand vous voyez... Ils sont lésés pratiques. Bon, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis allé en mission auprès de l'État. Hein. Ça remonte à 2018. Vous l'avez fait au moins. 2018, où on faisait... l'État. Non, écoutez, ce que je dis, c'est bien clair. Pourquoi on ne dise pas que, mais écoutez, lui, là, il est en mission au nom de l'État. Je suis allé en mission la dernière fois au titre de l'État, en tout cas aux frais de l'État, pour aller faire le bilan des 2 ans du gouvernement. Et j'ai fait le documentaire 26 minutes, j'ai déposé ça et depuis là. Plus rien. Au moins, vous avez fait ça. Oui. Bon. Donc pour vous dire que oui, véritablement, il y a une sorte de discrimination. Quand vous voyez un peu les États, quand vous finissez, vous devez imaginer, vous voyez ce que vous gagnez par exemple. Alors que vos vies dépendent de ceux-là. Oui, non seulement ça. Je ne parle même pas seulement des conducteurs de véhicules administratifs. Hein. Il y a les conducteurs de véhicules administratifs, il y a aussi les autres cadres, il y a aussi maintenant les cadres. Hein. Donc, il y a une sorte de discrimination à la limite, alors que tout le monde prend le même risque. C'est vrai qu'on me dira qu'un ministre n'est pas égal à un conducteur de véhicule administratif, mais c'est quand même tous des citoyens serviteurs de la République. Et donc, quand il y a un problème, c'est eux tous qui en pâtissent, malheureusement. On ne demande pas forcément qu'ils soient au même niveau, mais et puis, moi, je considère que... Moi, je dis une chose, je n'ai pas encore de chauffeur. Mais je pense que s'il doit avoir un chauffeur un jour... Bon, j'en avais eu pour quelque temps, vous savez très bien. Écoutez, au moins, quand je disais aux gens le salaire que je payais à ce chauffeur, les gens me disaient, mais c'est pas mal, normal. Tu as gagné combien pour payer ce salaire à un chauffeur? Fort heureusement. Donc, je puis vous dire, juste aujourd'hui, ce monsieur, quand il me voit, il a du respect pour moi. Les gens traitent parfois mal leurs chauffeurs. Et ça se répète dans l'administration. En fait, dans le privé déjà, nous avons l'habitude de maltraiter nos chauffeurs. Et donc, dans l'administration, on les prend comme des sous-hommes. Alors que notre vie dépend de véritablement de ces personnes. Voilà. S'il est heureux, il va bien vous conduire. Et parfois, le chauffeur au volant, il est en colère. Il est en train de vous conduire là, mais il est en colère. Et cette colère peut déboucher sur un accident. Voilà, donc autant de choses. Je crois que véritablement... Et ils mettent également leur vie en péril. Il y a certains corps de métier qu'on doit quand même encourager. Quand je prends les enseignants, valoriser les enseignants, la manière dont les traits de vie, parfois, il faut quand même revoir leur... Parce que c'est eux qui sont la base de notre éducation, en tout cas à l'école. Et quand vous prenez les véhicules, conducteurs de véhicules administratifs, c'est eux qui font le sacrifice. Écoutez, et voilà, quand il y a eu le décès du ministre Chabit Kouaro, j'ai reçu 2 audios de 3 minutes, de 6 minutes par un chauffeur de véhicules administratifs dans une structure de l'État. Il m'a parlé. C'est vrai que je ne peux pas mettre ça sur la place publique. Il a dit, le chauffeur, c'est celui qui se réveille
à 5h, 4h30, 5h, il doit être sur pied, être chez le ministre à 5h30, 6h au plus. Il doit être là à attendre. Il est là, il nettoie le véhicule, le patron se réveille. Et le patron se réveille, il ne sort pas vite de la maison. Il est là, c'est là, il va prendre, on va lui faire le thé, il va rester là, il va gérer ses dossiers, il fait tout là. Et il sort à 9h30 alors qu'il est réuni à 10h à Cotonou. Et vous êtes peut-être à Rome ou vous êtes à Kassato. Et c'est lui qui te dit, il faut faire vite, je dois être à Cotonou à 10h. Premier constat. Vous allez là-bas à 10h là. Quand il rentre, il ne te dit pas à l'heure à laquelle il va sortir de la réunion. Donc toi, chauffeur, tu n'as pas encore mangé. Lui, il a eu le temps de manger déjà à la maison parce que sa femme lui a fait à manger. Mais le temps que toi, tu es là à attendre, est-ce qu'il va sortir? Parce qu'il peut t'appeler à n'importe quel moment. Tu ne manges pas jusqu'à midi, 13h, 14h. Il sort de là, tu dis, bon, on va à Porte-Nouveau. Je dois aller au Parlement. Et là, vous devez partir. Tu n'as pas encore mangé. Parce qu'à 4h, 5h, tu ne peux pas manger quand même. Tu n'es pas un jeune musulman pour manger à 4h, 5h quand même. Donc, tu dois partir à Porte-Nouveau. Vous êtes à Porte-Nouveau, il ne te dit pas à l'heure à laquelle il va sortir. Donc, tu ne peux pas bouger parce que si tu bouges, tu peux bouger dans les 5 minutes qui vont suivre, il sort. Il ne te voit pas, il commence à brailler, crier. Et là encore, tu ne manges pas, il sort à 18h. Et vous devez prendre la route de Cotonou encore. Et après, peut-être, il doit aller voir quelqu'un à Fidjosé. Et à Fidjosé, là-bas, il ne te dit pas encore l'heure à laquelle il va sortir. Donc, du coup, toute une journée, si tu ne prends pas ta disposition, tu es affamé, mais tu dois le conduire. Raison pour laquelle ils doivent prendre leur disposition. Oui, non, Parce mais... que quand on te fait ça une fois, une seconde fois, une troisième fois, tu prends mais ça, tes dispositions pour t'adapter à la situation. Après ça, le ministre reste là jusqu'à, ou bien le député, ou le directeur cabinet SG, il reste là jusqu'à midi, il doit aller à Lokossa, il doit être à Lokossa à 17h, il attend 15h30, il dit, bon, tu es où, Henri? On y va, on va à Lokossa, on doit aller là-bas dans 1 heure. Il est obligé de filer. Il est obligé de filer. Et entre-temps, le matin, quand ils sont sortis, il n'a pas pris la décision de manger, il n'a pas pris de disposition, haute mesure, il doit partir. Donc, au fond, je pense que déjà, il faut déjà que les autorités revoient ce mode de vie là avec les mode de fonctionnement avec les conducteurs de véhicules administratifs. Maintenant, on ajoute maintenant la question des frais de mission. Il faut qu'on impérativement, écoutez, l'argent parfois, vous avez, c'est les gens qui ne sont pas vachement payés. Parfois, oui, ils sont obligés de dormir dans les véhicules quand vous allez en mission avec eux. Ils dorment dans le véhicule. Pour économiser. Non, 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 ils ont l'argent. Non, écoutez, mon cher Henri. Henri, si vous optez de dormir dans un véhicule, c'est un choix personnel. C'est ce que je dis. Non, 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 mais justement, non, même toujours. Si les charges qu'il a, si les difficultés qu'il doit assumer. On leur a toujours donné des frais de mission pour dormir forcément, les frais de mission servent à cela. Mais compte tenu pour arrondir la fin du mois, voilà, il préfère dormir dans le véhicule parce que... pouvoir économiser. Ça a toujours été la réalité. Quand moi j'étais à l'ORCB, on a vu... Il faut faire le distinguo entre... Oui, j'ai fait la part des choses. Entre le mode de fonctionnement et puis après les missions. Les frais de mission. Pour les frais de mission, je crois que c'est établi en fonction... C'est le manger, c'est... C'est en fonction du grade dans l'administration. Oui, pour ce qui est de basique, là, oui. Quel que soit le grade, ils sont sous-payés. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on les retrouve. Ils sont obligés d'économiser et ne pas aller prendre un hôtel ou même celui qui veut se faire plaisir n'arrive pas à prendre un hôtel. Mais quand vous devez aller en mission et que vous êtes dans une véhicule... Des chambres de passe. Quand vous êtes dans un véhicule, en tant que conducteur de véhicule administratif, vous devez conduire 3 personnes dans le véhicule. D'accord? Ça veut dire que la vie des 3, même 4, oui, une personne devant 3 dépendent d'eux. La vie de ces personnes-là, ça dépend de vous. Mais il se fait que, quand on regarde dans la balance, c'est que vous êtes mieux traité que ces personnes. En réalité, c'est ceux dont parle la CGT. Oui, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Il faut peut-être arriver à corriger un fait. Si, au niveau de la nuitée, le montant accordé à chaque personne, il faut que le montant soit égal. Maintenant, par rapport au grade, on peut rajouter peut-être d'autres enjoliveurs. Maintenant, au niveau du mode de fonctionnement, moi je ne connais pas un préfet. Il était maire, il est préfet aujourd'hui. Quand il descend, automatiquement, il dit « va manger, je serai dans cette salle, mais va chercher à manger d'abord ». C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, c'est pas quand vous êtes en train de parler, je vois un peu, ça dépend de celui qui est votre patron. Moi, j'ai vu entre 2014 et 2015, 2013, entre 2010, 2011, 2012, un ministre qui venait régulièrement rendre visite à quelqu'un à Clavier.
quand il vient là, il ne donne pas l'heure à laquelle il va sortir. Il peut sortir 5 minutes après, il dit ils ont, il commence à crier. Et les gens souffraient. Ça, c'est lui, ça. Chacun a forcément son mode de fonctionnement. Mais par rapport à cela, moi, je ne vais pas vraiment opiner là-dessus. Je me dis, quand tu as un patron, tu sais comment il fonctionne, tu t'adaptes et tu prends les mesures. Mais au-delà de ça, moi, c'est la rémunération, les frais de... Oui, c'est les frais de mission. Moi, je trouve qu'il y a une injustice énorme parce que moi, j'ai eu également la possibilité de faire le service public et je sais que par rapport à tous ceux qui vont en mission, le conducteur est le moins payé, alors que moi je trouve que c'est celui-là qui assure la sécurité, notre sécurité. Parce que c'est lui qui nous conduit, nous tous dans le véhicule. Donc nos vies dépendent de celui-là. Donc quelle que soit la chose, si c'est la nuit, ils doivent faire un effort pour conduire, c'est vrai, c'est leur job, ils sont là, ils sont payés pour. Mais sous la pluie, il doit y être sous le soleil. Donc, moi, j'estime qu'il faille, je le dis, mais il faille les rémunérer au titre, à leur justice. On va vous dire que leur rémunération par rapport au diplôme. Pas forcément, on ne doit pas regarder le diplôme, mais il faut regarder les contraintes de chaque profession, liées à chaque profession. Parce que c'est administratif, donc il faut justifier également le salaire. D'accord. Quand on prend les enseignants, on a toujours défendu les cas des enseignants. Les cas des enseignants ont quel diplôme? Par rapport au salaire, c'est comme ça. Maintenant, par rapport aux fins de mission, je crois qu'on doit faire le travail pour qu'elle soit à part égale. Comme vous dites que c'est administratif, qu'il n'y a pas de possibilité. Pas question de grade, non. De grade, pardon, non. Je pense que je demande maintenant, moi je demande... Au niveau du paiement, au niveau du salaire, je pense que même dans cette boîte ici, tout le monde n'est pas payé. Henri Ambodé, je demande il y a question de diplôme. Maintenant, quand il s'agit de frais de mission, il n'est pas question de diplôme, mais il est question d'une mission. Et donc, il faut arriver à payer tout le monde à part égale. C'est pas parler de nuitée. Dans d'autres institutions, c'est fixé, tout le monde sait. Vous savez qu'il y a une injustice par rapport aux chauffeurs. Justement. Et c'est ça qu'on demande qu'on corrige, justement. Moi, je dis, il faille aujourd'hui corriger cette injustice-là. Oui, je demande au chef de l'État, très humblement ce matin, de prendre un décret pour arranger la situation des conducteurs de véhicules administratifs. C'est fini. Tout le monde souhaite ça. Mais dans l'application, il faut que déjà... c'est pourquoi j'ai dit l'application. Cara donne une recette pour les chauffeurs également. Quand vous avez un patron qui ne vous donne pas le temps de prendre quelque chose, il faut vous arranger pour avoir peut-être sous votre siège, sous le siège de votre véhicule, de votre voiture, quelque chose à grignoter. Dès qu'il sort, vous prenez le temps de manger et de vous rassasier. Parce que... c'est votre santé qui en dépend également. Oui, voilà. Oui. Bon, en fait, on ne va pas polémiquer. Bon, merci Roland, merci. On polémique pas, merci à chacun, merci à tous. Bonne journée. Merci Roland, merci Henri Ambodé.